auditeurs de Radio 3, bonjour. Jean-Claude et Annie au micro, Charlie et Pierre à la technique pour Sous le ciel de mon pays. Bien oui, Sous le ciel de mon pays est heureux aujourd'hui de dire bonjour à l'Alsace. À l'Alsace, en l'occurrence, par la présence dans notre studio de Radio 3 de Charles Maire. Charles Maire est un habitant authentique d'Alsace et il va nous exprimer un petit peu sur ce qu'il pense de l'Alsace, sur ce qu'est l'Alsace, mais surtout, ce qui est d'autant plus intéressant, sur un aspect assez méconnu, sur un aspect ésotérique, sur l'aspect spirituel de l'Alsace que certainement on connaît tous très mal. Alors tout de suite, Charles Maire, bonjour et puis merci d'être venu parmi nous. Bonjour. C'est très gentil, donc je crois que tout de suite, on va partir dans le vif du sujet, et je crois que l'Alsace démarre peut-être au niveau du mont Saint-Odile, déjà. Tu vas entrer dans le vif du sujet, non? Effectivement. L'Alsace, justement, est connue par sa patronne, Sainte-Odile, et en même temps dans la région où elle a vécu, qui, on peut dire, est le centre mystique de l'Alsace. En effet, Sainte-Odile, la patronne d'Alsace, va fonder un couvent, le couvent de Sainte-Odile, qui sera situé sur une montagne, le Hohenburg. Or, cette montagne est un lieu mystique très important, puisqu'on retrouvera sur cette montagne le mur païen, aussi bizarre que ça puisse paraître pour Sainte-Odile, mais disons tout cela va être lié, puisque ce mur païen est le plus grand monument mégalithique d'Europe. Il faut imaginer un mur qui est haut de 5 mètres à peu près, large de 2 à 3 mètres, et il entoure une superficie de 100 hectares avec 10 km de circonférence. Et cela formé par des blocs de granit qui seront reliés entre eux par des queues d'aronde. Donc, Sainte-Odile est effectivement le centre même de l'Alsace par ce qu'elle va faire et par son rayonnement. Et si je me permets tout de suite une petite question, qu'est-ce qui vous a permis qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser justement à cet aspect secret, si je puis dire, de l'Alsace? Disons tout simplement par le fait de se promener, d'essayer de voir les choses avec des yeux un peu comme un enfant, si on veut, dans la mesure où chaque chose va apporter un éclaircissement sur les gens qui nous entourent, sur des jeux de mots finalement, puisque par exemple, je me suis posé certaines questions. Pourquoi par exemple les cigognes vont en Alsace apporter les enfants? Or ça, j'ai trouvé ça rigolo et je me suis posé certaines questions. Pourquoi le symbole va être spécifique au milieu, à la région? Or, l'Alsace, avec ses cigognes, est connue, si je peux dire, dans toute la France, sinon dans le monde entier. Or, ce qui est très intéressant, je m'occupe aussi au niveau de l'égyptologie, et il y a une chose très intéressante en égyptologie, c'est que, par exemple, la cigogne, en Égypte, c'est celle qui va symboliser l'âme. Or, les bébés qui vont naître, c'est justement l'âme qui va être dans un corps humain. Et en fonction de ça, je me suis donc posé des questions. Pourquoi le mont Saint-Odile est donc si important? Parce qu'il est vrai qu'hors antenne, nous avons discuté pas mal de temps et je crois que le sujet était inépuisable parce que nous avons pu discuter encore des heures et des heures tant ce sujet vous passionne. Effectivement. Et je crois qu'une des choses, justement, c'est d'essayer, en fonction du lieu qui existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire le mont Saint-Odile, qui porte le nom alors de Saint-Odile, et du couvent qui existe, puisque à l'heure actuelle, un couvent continue à fonctionner, et cela depuis à peu près 800 ans après Jésus-Christ. Donc c'est quand même une formation qui marche encore, si on veut dire. Et d'autre part, en fonction de ce qui existe à l'heure actuelle, je me suis donc posé quelques questions au niveau de l'histoire. Comment le mont Saint-Odile avait pu fonctionner? Pourquoi il y avait eu le mur païen qui entourait ces monts? Et en fonction de ça, je n'ai rien trouvé dans les livres, au niveau de l'histoire, des textes qui pourraient me renseigner sur une manière, au niveau des dates précises, à quelle époque telle chose a été construite, à quelle époque telles personnes sont venues, et obligatoirement, le peuplement d'une région nous amène automatiquement à la légende. Or, connaître l'histoire d'une zone, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, puisque les livres sont là, et encore en fonction de ce que les gens veulent bien dire. Mais la légende, on ne la trouve pas forcément dans les livres. On la connaît en fonction de ce que les gens peuvent nous dire. Or, cette légende est excessivement importante. Et l'Alsace,
en particulier la région où se situe le couvent de Sainte-Odile, qui est à peu près à 20 km de Strasbourg. Strasbourg est la capitale de l'Alsace, avec sa cathédrale. Et en fonction de ça, le peuplement et la création de Strasbourg est lié à la légende. Ce n'est pas lié à l'histoire proprement dit. Et la légende nous apprend justement que ceux qui ont peuplé et qui ont fait Strasbourg, ce sont des compagnons du fils de Trébéta, c'est-à-dire Trébéta serait venu avec des compagnons par voie maritime. Et il serait venu en... Ces gens seraient arrivés au niveau de l'embouchure du Rhin, auraient remonté le Rhin et auraient fait de grandes villes, en particulier Mayence, Cologne, Bâle et Strasbourg. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont fondé la ville de Trèves. Or, Trèves a été la capitale de la Gaule Belgique, donc centre très important. Ces gens, nous dit la légende, sont arrivés par un bateau et ils venaient d'une île entre deux fleuves. Historiquement parlant, l'île entre deux fleuves, on n'en connaît qu'une, c'est-à-dire la Mésopotamie. Mais au niveau d'une logique simple, il est quand même bizarre que des personnes aient quitté la Mésopotamie au niveau d'un bateau et ensuite auraient parcouru toute la Méditerranée, seraient remontées jusqu'en Angleterre et auraient abouché au niveau du Rhin, ce qui est un peu paradoxal. Maintenant, si on essaye de voir les choses d'une autre manière, ces gens sont arrivés au niveau de l'embouchure du Rhin. Ils sont arrivés par voie maritime et on nous dit qu'ils venaient d'une île entre deux fleuves. Imaginons simplement que la légende, si on essaye de la faire évoluer un peu, par exemple, cette île entre deux fleuves, on pourrait très bien dire qu'une île, par exemple, est entourée d'eau, donc on pourrait dire qu'une île est une terre entourée par deux fleuves, une de chaque côté, et qui fait automatiquement tout le tour. Si jamais on connaît la dérive des continents, on sait par exemple que les Amériques, c'est Amérique du Sud, Amérique du Nord, s'éloignent du vieux continent, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe. Mais il semblerait, d'après certains écrits, qu'il y ait eu une terre entre les États-Unis et le vieux continent. À ce niveau-là, étant donné que s'il y avait cette terre, la zone comprise entre les États-Unis, le vieux continent et ensuite l'île au centre, il y aurait eu donc deux bras d'eau qui entouraient cette île. Bon, je veux parler simplement de l'Atlantide, mais bien. Supposition. On va faire une petite pause musicale tout de suite avec l'orchestre Perle de Strasbourg, Écho de Colsheim, c'est ça? Colsheim. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio 3, 98,4 MHz, il est 12h39.
bien, vous écoutez Sous le ciel de mon pays, une émission de Radio 3. Radio 3 qui reçoit aujourd'hui dans son studio Charles Maire. Charles Maire est un habitant authentique, je le dis encore, de l'Alsace, et qui vient nous faire partager justement ses études ésotériques dans ce domaine-là. Alors nous reprenons notre périple autour du mont Saint-Odile. Oui, nous avions dit tout à l'instant que le peuplement au niveau de Strasbourg et de cette zone où Saint-Odile va s'établir est un peuplement qui est lié à la légende. Et cette légende, justement, va nous impliquer au niveau de la population et du peuple qui sera dans cette zone-là. En effet, chaque pays et chaque parcelle constituant le pays contient un centre. Or, ce centre, c'est sa capitale, et en même temps, celle qui va servir au niveau d'une mystique, en particulier le couvent Saint-Odile. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, au niveau des peuplements, les gens n'ont pas été dans des endroits qui n'étaient pas fonction de ce qu'ils recherchaient. De leur nature. Au niveau de leur nature. C'est très important parce que le mont Saint-Odile, justement, est un endroit qui a servi depuis, je ne peux pas dire le nombre d'années, ça serait même un nombre de siècles, à la guérison. Mais à la guérison tant au niveau physique qu'au niveau psychique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un corps humain fait partie au niveau du matériel, mais au niveau du spirituel aussi. Et ce qui est important, c'est que le corps doit être un réceptacle à la spiritualité. On pourrait utiliser d'autres termes, mais je préfère utiliser le côté matériel, le côté spirituel. Parce que finalement, le Hohenburg, où se situe le couvent de Saint-Odile, avec son mur païen, est une zone qui est réservée à la mise en œuvre de forces qui permettent à l'individu de pouvoir s'épanouir au maximum. Je vais faire une petite parenthèse. Le mur païen, c'est un véritable mur ou c'est... Ah, c'est un véritable mur, et un mur qui est construit justement pour permettre aux effets du terrain de s'épanouir, d'être canalisés et en même temps de pouvoir agir correctement sur l'individu. Il ne faut pas oublier que ce mur païen entoure 3 massifs montagneux. Le massif de l'Elsberg, le massif du Hohenburg au centre et le massif de la Blosse plus loin. Or, si on s'intéresse à la signification de ces noms, le massif de l'Elsberg, c'est le massif du feu, de l'enfer, mais disons plutôt du feu. Le massif du Hohenburg, c'est celui du centre, et le massif de la Blosse, c'est celui du souffle au niveau aérien. Nous avons donc 3 particularités bien distinctes. Ce qui est plus important, c'est que ce mur païen est un mur fait par des blocs de granit, donc une pierre qui est liée au feu. Et en même temps, il est réuni par des queues d'aronde en chêne. Or, si on s'intéresse un peu à tout ce qui est alchimique, si on veut, on sait que l'eau s'écoule du chêne des philosophes. Mais l'eau, ça peut être le fluide, c'est-à-dire celui qui est utilisé par le magnétisme, tant terrestre que humain. Et ainsi, ils ont utilisé un matériau qui va canaliser sans faire d'interaction. C'est-à-dire, ils connaissaient parfaitement le mortier, mais le mortier est fait de pierres composites, donc va jouer sur les émanations. Il fallait donc utiliser quelque chose qui ne joue. Mais outre cette spécificité au niveau médical, c'est-à-dire médical tant matériel que spirituel, toute une histoire va se greffer là-dessus. Par exemple, on sait que la patronne d'Alsace, Saint-Odile, va naître aveugle. Elle va naître aveugle, mais est-ce bien être aveugle aux choses matérielles ou être aveugle aux choses spirituelles? C'est ça qui est très important. Parce que Saint-Odile va naître dans une famille qui est, elle, païenne. Et cette famille habite au Hohenburg, puisque le Hohenburg a toujours été habité. Il a été habité au niveau des Celtes, mais il va être aussi habité au niveau de cette époque où Attila va passer au niveau des Gaules. Et on va trouver le père de Saint-Odile, qui s'appelle Attic, qui lui est duc d'Alsace et de Bourgogne. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Alsace et la Bourgogne faisaient partie d'un même ensemble. Mais Attic était païen. Seulement Attic habitant dans cet endroit, il semblerait donc qu'il ne soit pas là pour rien du tout.
Il y en a même qui disent qu'au niveau de Attila, Attila serait un grand chaman. Peut-être que son compagnon qu'il a laissé dans cet endroit savait parfaitement qu'est-ce qu'était le chamanisme. Parce qu'effectivement, le chamanisme va nous amener dans une autre compréhension du magnétisme terrestre et en même temps du magnétisme qui serait plus spirituel pour nous élever un peu plus haut. Et Sainte Odile étant une fille, c'est sa première fille, il n'avait pas d'autres enfants, va poser un trouble, puisque il semblerait, d'après ces études-là, que le pouvoir va se passer par le premier fils, et c'est un pouvoir qui va être masculin. Alors que là, ce qui va se faire, c'est que c'est une fille qui va naître. Et c'est tout le problème, c'est un très grave problème qui va se passer, puisque c'est une zone clé à ce moment-là, entre Attique, qui est le père de Sainte Odile et qui est païen et qui est masculin, et sa fille, Sainte Odile, qui, elle, est aveugle et féminine en même temps. Or, le problème, c'est qu'à cette période-là, la chrétienté va rentrer en Alsace. Et il faut donc que ce lieu fonctionne toujours pour le bien-être de tous les gens qui y habitent. Il faut donc que Sainte Odile devienne, en fonction du lieu, visionnaire, qu'on lui ouvre ses yeux. Et c'est grâce à l'évêque de Trèves qui va lui permettre justement d'apprécier tout ce qui environne ces éléments. Il va lui donner par le baptême la vision des choses. Et Sainte Odile, à ce moment-là, va revenir, après son séjour à Trèves, va revenir et va utiliser le mont Sainte-Odile. Et la chrétienté, à cette époque-là, au niveau de vers 600, c'est-à-dire au 7e siècle, la chrétienté, après le baptême de Sainte Odile, la chrétienté va s'établir définitivement en Alsace. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de problèmes et l'Alsace n'a pas pu être chrétienne avant le 7e siècle. Une pause musicale maintenant. Oui, avec Roger Siffer, un chanteur folk bien connu des Alsaciens. Oh oui. Oui, Docteur Hans. Hans im Schnugelloch hat alles, was will. Hans im Schnugelloch hat alles, was will. Ob was hat, das will nicht. Ob was will, das hat nicht. Der Hans im Schnugelloch hat alles, was will. Der Hans im Schnugelloch, der hat eine schöne Freude. Der Hans im Schnugelloch, der hat eine schöne Freude. Sie ist nicht krank, sie ist nicht grad, sie hat den Arsch nicht Rat. Hans im Schnugelloch, der hat eine schöne Freude. Der Hans hat den Schnuck im Loch und bringt sie nicht mehr raus. Der Hans hat den Schnuck im Loch und bringt sie nicht mehr raus. Oh, wenn er klopft, sie kommt sie nicht. Oh, wenn er flippt, sie will sie nicht. Der Hans hat den Schnuck im Loch und bringt sie nicht mehr raus. Da hat eine gute Magd, der Hans im Schnugelloch, da hat eine gute Magd. Und durch den Satz erwischt er krumm und durch die Tür hält wenig Damm. Der Hans im Schnugelloch, da hat eine gute Magd. Der Hans im Schnugelloch, da hat eine gute Knabe. Der Hans im Schnugelloch, da hat eine gute Knabe. Eines Mal dem Hans doch nicht, der Rest trinkt euch fleißig mit. Der Hans im Schnugelloch, da hat eine gute Knabe. Der Hans im Schnugelloch, da hat vom Labensat. Der Hans im Schnugelloch, da hat vom Labensat. Und Labensat, der kann nicht und Sparbensat, der will nicht. Er höchst ist ein Pansch und ist so kommt es nachher ist.
écoutez Radio 3, 98,4 MHz, notre numéro de téléphone. 271 0023. Notre émission aujourd'hui nous amène donc en Alsace avec Charles Maire. D'ailleurs, hors antenne, l'Alsace nous avait connu tout de suite à Paris sur le plan ésotérique. Je crois que nous allons repartir en Alsace, n'est-ce pas Charles? Oui, oui. En effet, parce que... Tous les chemins se relient et se rejoignent en définitive. Effectivement. On dit même que tous les chemins mènent à Rome. Personnellement, je préfère dire tous les chemins mènent à l'homme. Autant dans le matériel qui est l'homme, H-O-2-M-E, si je n'ai pas fait de faute, et homme, la vibration qu'on utilise. Ajouter à cela une certaine... Bon, bref. Nous avions parlé de Sainte-Odile, qui avait été la frontière, la charnière entre le monde qu'on a appelé païen et le monde chrétien. Cela s'est passé à peu près en 680, et Sainte-Odile avait reçu le baptême par Idulphe de Trèves et Hérard de Ratisbonne. J'ai quelques notes sur les yeux, ça me permet d'apporter certaines précisions. Disons que Sainte-Odile va fixer le nombre de ses nonnes à 130 nonnes. Plus elle, ça va faire 131. Mais, je m'excuse, mais 130, c'est la 13e lame du tarot, c'est-à-dire la mort. Mais en même temps, la mort, c'est ce qui permet de faire le brassage par l'émotion, si on veut. Le fait qu'elle soit une personne en plus, ça nous fait 130, on enlève le 0, ça nous fait 13, plus 1, 14, ça nous donne au niveau de la personne qui va manier les fluides. J'en dis pas plus parce que ça nous emmènerait trop loin. Regardons plutôt les choses au niveau géographique et matériel. C'est-à-dire qu'au niveau du mont où se trouve Sainte-Odile, le paganisme est fichu. Le mur païen ne sert plus. À l'heure actuelle, seuls certains individus qui aiment les choses naturelles et aiment se promener, et les vieilles pierres, se promènent dans ces environs. Mais le couvent de Sainte-Odile, au milieu de 1982, existe et fonctionne encore. Les gens viennent faire des prières. Il est excessivement important et on y trouve beaucoup de paix en y allant. Mais d'autre part, il se trouve que Sainte-Odile va faire quelque chose de très important. Dans cette zone-là, on avait dit qu'il y avait cette scission entre les païens et les chrétiens. Mais en même temps, comme le monde chrétien a une initiée maintenant, puisqu'on peut dire que Sainte-Odile est initiée par ses évêques, elle a acquis la vision des choses, alors qu'elle était aveugle à la naissance, ce qui est très important. Elle a en main les pouvoirs qui sont sur le spirituel et sur le matériel. Le problème, c'est qu'elle va faire une scission entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que cet endroit qui est pour la guérison va avoir sa scission. Et elle va utiliser le mont du Hohenbourg, où elle a le couvent, pour la guérison spirituelle. Et elle va mettre à côté, un peu plus bas, une construction qui va servir d'hôpital et qui va être la composante religieuse matérielle, c'est-à-dire celle qui va s'occuper du corps humain, alors qu'elle continuera à garder pour elle, au sommet de ce mont, la composante qui est spirituelle au niveau de l'humain, au niveau de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, il va donc y avoir cette scission entre le domaine de la médicalisation matérielle et la médicalisation spirituelle. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui va créer la scission de plus en plus importante qu'on retrouve à l'heure actuelle. Par exemple, si vous rentrez dans un hôpital, vous n'allez pas trouver un réconfort qui soit spirituel. Si vous rentrez dans une chambre, il n'y a que des piqûres et des perfusions qui vont vous venir. Si vous demandez une aide un tant soit peu morale, ce n'est pas ça qui va vous apporter quelque chose. Et c'est ça justement le grand problème. Il va donc y avoir, Sainte-Odile va créer une zone spirituelle et un hôpital. Et petit à petit, avec le temps, il va y avoir la guerre entre les deux. Si bien que une seule abbesse s'occupait des deux zones, bientôt il va y en avoir deux. Il va y avoir une abbesse pour le mont Sainte-Odile et une abbesse pour l'hôpital qu'on va appeler Nieder. Et Niedermünster, cette nouvelle abbaye et hôpital en même temps, sera
la plus grande abbaye romane d'Alsace. D'où son importance. On ne va pas construire une petite chose, on va construire quelque chose d'immense. Sainte-Odile va prétester que on va éviter la montée du mont Sainte-Odile, la montée jusqu'au couvent, aux pèlerins. On va donc leur donner cet hôpital un peu plus bas pour leur permettre qu'ils se retapent, si on va utiliser cette expression, afin qu'ils puissent monter en plénitude jusqu'à son couvent. C'est-à-dire que les pèlerins vont venir, ils iront à Niedermünster, qui est la zone où on va leur donner une aide au niveau de leur corps, on va les reguinguer, et une fois qu'ils seront en pleine forme, ils pourront alors arriver où Sainte-Odile se trouve, dans son couvent, un peu plus haut, pour qu'elle leur apporte la spiritualité. Justement, est-ce qu'on a une idée justement sur les méthodes de traitement, de guérison, sur les soins qui étaient apportés justement à ces pèlerins? La méthode, ça nous emmènerait trop loin, beaucoup trop loin, parce que Niedermünster, il n'en reste que des ruines. Si il n'en reste que des ruines, l'imagination sera comme des ruines. C'est-à-dire que l'imagination ne nous permettra pas de construire la véritable manière d'agir de ces personnes-là. Néanmoins, l'imagination nous permet de faire une trame suffisamment impressionnante pour en avoir des aspects. Quand on s'intéresse un peu à l'Égypte, on s'intéresse automatiquement aux fonctions symboliques des temples et de leur orientation. Quand on fait le tour de France au niveau du compagnonnage, par exemple, on s'intéresse beaucoup aux monuments. Si on s'intéresse aux cathédrales, on fera aussi une sorte de tour de France. Et on s'apercevra qu'en rentrant dans certaines basiliques, certaines petites chapelles particulières, il y a souvent des marches qui sont constituées d'un bloc unique. Mais une de ces marches comporte deux blocs, un grand et un petit. Si on regarde bien ces blocs, ce petit bloc en particulier, un des côtés, un des petits côtés, va nous donner l'axe matériel. C'est-à-dire que si jamais on marche le long de cette petite arête et qu'on continue tout le long de l'église, on va être en plein dans le centre matériel de l'église. Si jamais on est un peu paradoxal et qu'on marche sur l'autre petit côté du bloc, alors deux solutions, on va arriver à quelque chose où on ne va pas. Or, à Niedermünster, on se casse la figure parce qu'il y a un trou caché dans les herbes folles qui poussent. Et ce trou, c'est une petite vasque qui est creusée dans le dallage, une petite vasque circulaire où de l'eau continue encore à couler. N'oublions pas que Sainte-Odile a rendu la vue à un aveugle, primo, mais d'autre part, elle a, tel Poséidon, en frappant de sa canne sur la roche, créé la source qui porte son eau. Or, cette source va amener de l'eau jusqu'à cette petite vasque. C'est pour ça que, au niveau des méthodes qui vont être utilisées, imaginons deux choses. Les gens arrivés à Niedermünster, imaginons qu'ils dorment sous le porche. Imaginons qu'ils rêvent. On rêve tous, mais on est plus ou moins conscient de ces rêves. Ce sont des gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres. Ils sont fatigués, mais ils n'ont qu'un but, c'est être guéris. Guéris tant au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Il va donc se passer quelque chose. Et leur rêve va peut-être leur amener soit à marcher sur la ligne matérielle, soit à tomber sur la vasque. C'est peut-être comme ça que ça marchait. Mais on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir la bagarre entre Niedermünster et le mont Sainte-Odile. Et que dans cette bagarre, il va se passer quelque chose, parce qu'à une certaine époque, dans toute la France, il va y avoir une recherche frénétique des reliques. Et Sainte-Odile va subir aussi cette action. Et en effet, il va y avoir une relique fantastique qui va arriver à Niedermünster. Parce que un chameau entouré de 5 chevaliers du temple, on dit. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et le saint prépuce. N'oublions pas que celui qui a le saint prépuce avec lui est maître du monde. Bien. Je crois que nous allons faire une petite pause. Oui, écoutons la cigogne bleue.
groupe Le Folk de la rue des Dentelles qui nous interprétait La Cigogne Bleue. Vous êtes à l'écoute de Radio 3, 98,4 MHz, il est 13h05. Radio 3 qui reçoit aujourd'hui Charles Maire qui nous parle de la face cachée, de la face ésotérique de l'Alsace. Oui, et je dois dire que comme face, elle est excessivement grande. Étendue, ouais. Et étendue. Et je vous avais parlé un petit peu sur la légende avec les compagnons de Trébéta qui venaient de cette île entre deux fleuves. Je vous avais parlé aussi de la scission qu'il y a eu entre les païens et ensuite les chrétiens et la mise en route par saint Odile des chrétiens et de leur savoir sur l'utilisation des phénomènes, disons, tant magnétisme terrestre que magnétisme humain. Et je vous avais dit aussi qu'il y a eu une grande guerre par la suite entre l'hôpital qu'elle avait fondé, qui a eu son abbesse plus tard, et ensuite le couvent de Sainte-Odile. Et cette scission, on va la retrouver jusqu'à maintenant avec les hôpitaux, d'autre part, et les cathédrales et les couvents de l'autre côté. Néanmoins, je vous avais dit aussi qu'il y a eu une guerre dans le fait que les deux basiliques ou les deux zones entre l'hôpital et le couvent de Sainte-Odile vont essayer d'avoir le plus de pèlerins possible et donc de rechercher des reliques. Si le couvent de Sainte-Odile a la relique de sa fondatrice, c'est-à-dire Sainte-Odile elle-même, Niedermünster, c'est-à-dire l'hôpital d'en bas, n'a rien. Elle n'a pas de relique. Et à ce niveau-là, ça n'attire pas beaucoup de pèlerins. Bon, ça attire toujours les gens par le côté hôpital, mais ça n'attire pas par le côté relique. Alors, une bonne chose va venir, et elle va venir avec ce fameux chameau et ses 5 chevaliers. D'après ce qu'on nous dit, Hugues de Bourgogne était possesseur d'une sainte relique qui lui avait été offerte par Charlemagne. Alors, les histoires et les dates sont souvent très difficiles à concilier. Il faut donc plutôt se laisser aller un peu à la légende, quitte ensuite par soi-même changer un peu les noms et trouver ce que cela peut signifier par en dessous. Ainsi, Hugues de Bourgogne, qui va avoir par Charlemagne une sainte relique, va la donner à une institution religieuse. Mais il va le faire en la mettant sur un chameau et en laissant aller ce chameau où bon lui semble. Donc, ce chameau va parcourir le pays. Mais il va avoir à sa suite 5 chevaliers qui vont l'encadrer de telle manière à ce que personne n'attaque les reliques. Si personne n'attaque les reliques, il fallait donc que ces chevaliers soient des combattants, des guerriers, mais en même temps des gens qui savaient ce qu'il y avait sur ce chameau. Ces 5 chevaliers vont accompagner le chameau qui va s'arrêter, comme par miracle ou par hasard, ça dépend comment on veut l'entendre, à Niedermünster, à la basilique qui sert d'hôpital au couvent de Sainte-Odile. Bien entendu, c'est une aubaine inespérée puisque maintenant Niedermünster a une relique de choix. Le vêtement de la Vierge, un morceau de la vraie croix et en même temps le prépuce, c'est-à-dire le premier sang versé par le Christ. Et ça, c'est excessivement important. Parce qu'à cette époque-là, on va voir que les cathédrales vont s'ériger tels des champignons. Et à cette époque, justement, se trouve ce fameux chameau et ses 5 chevaliers. D'autre part, ces 5 chevaliers vont essayer de construire dans la zone environnant Niedermünster un endroit où ils peuvent prier. Puisque si l'hôpital et sa basilique de Niedermünster sert pour les pèlerins, les chevaliers, eux, tiennent à avoir leur logement personnel. Et ils vont se mettre dans une zone qui est dans le même axe que le mont Sainte-Odile, Niedermünster et ce qu'on appelle maintenant la chapelle Saint-Jacques. Ces 5 chevaliers vont construire leur propre chapelle. Donc, ils sont guerriers et constructeurs à la fois. Ils vont construire cette chapelle autour d'une roche qui est construite sur 3 terrasses. Et ça rappelle étrangement certains monuments que l'on trouve en armorique. C'est très très particulier. Et c'est justement cette roche qui va émerger bien entendu dans la nef.
Elle a une forme triangulaire, et cette forme triangulaire est le centre de la nef de cette chapelle Saint-Jacques. Réellement, il y en a 2 qui affleurent dans cette chapelle. Et la légende nous dit que les chevaliers, en commémoration de leur chameau, ce qui est intéressant puisque un chameau a 2 bosses, il ne faut pas confondre avec un chameau et un dromadaire. Un dromadaire n'a qu'une bosse. Donc la légende nous dit, et ils savaient très bien que le chameau avait 2 bosses, la légende nous dit que les chevaliers, comme le chameau était mort, vont ériger une petite chapelle et vont inclure les 2 blocs dans la nef de la chapelle. Et ces 2 blocs effleurent, si jamais une personne rentre dans cette petite chapelle, on voit que ça a une sacrée hauteur par rapport au dallage. Donc il y a une volonté d'inclure dans un lieu chrétien quelque chose qui est au niveau terrestre. Donc il doit y avoir une importance phénoménale à ce qu'ils aient utilisé ces 2 petites roches, dont une qu'on voit très peu, prise dans la masse du mur de l'ouest, et une au centre de forme triangulaire. Disons plutôt un prisme. Or, le prisme a 3 faces et permet à la lumière unique de se trouver au niveau 7. C'est important parce que ces 5 chevaliers construisent cette chapelle Saint-Jacques. Et nous avons 3 choses. Le couvent de Saint-Odile, Niedermünster en bas qui s'appelle la basilique de Saint-Martin et la chapelle Saint-Jacques pour les 5 chevaliers. C'est construit sur un axe très particulier que certaines personnes pourraient correspondre avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'Hôtel Dieu qui est l'hôpital et la tour Saint-Jacques. C'est excessivement important puisqu'on retrouve les mêmes alignements entre les pyramides de Képhren, Khéops et Mykérinos, avec les noms identiques. Et ça, c'est très utile pour ceux qui veulent se promener dans les zones qu'ils ont besoin, c'est-à-dire pour eux-mêmes. À l'heure actuelle, on ne sait plus tellement comment ça marche. Il faut donc essayer de trouver ces axes qui nous permettent d'être en bonne relation. Et ces 5 chevaliers vont apporter justement, avec ce chameau, la connaissance encore plus importante. On arrive presque à une chose qui est excessivement mystérieuse, parce que des fouilles ont été faites dans la basilique Saint-Martin, qui est l'hôpital, que j'avais appelé Niedermünster tout à l'heure. Niedermünster, ça veut dire l'église en dessous. Hein. Et ces fouilles qui vont être faites vont nous permettre de trouver le squelette des 5 chevaliers sous une plaque tombale qui sont enterrés debout. Ils sont enterrés autour d'un petit enfant. Or, un enfant dans cette zone était inconnu. D'autre part, ces 5 chevaliers sont arrivés dans une période où les cathédrales ont poussé, tels des champignons. Pourquoi un enfant? Pourquoi autour de ces 5 chevaliers autour de cet enfant? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu la compagnie des antiquaires. Alors, qu'est-ce que la compagnie des antiquaires? C'est un groupement de personnes dont mieux vaut pas trop parler, puisqu'il semblerait que ça soit d'un côté vandale, soit d'un autre côté beaucoup plus élevé. On n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que ces gens-là ont fait des recherches dans la basilique Saint-Martin, appelée tout à l'heure Niedermünster. Et ils ont fait des fouilles dans la crypte, puisque la crypte était très importante. Et dans cette crypte, ils ont trouvé un très gros sarcophage. Ce sarcophage, c'est le mangeur des chairs. Ce sarcophage en pierre était trop important pour un corps adulte normal de 1,60 m. Bon, allez, poussons un peu 1,80 m, mais ça mesurait plus de 2 mètres, ce sarcophage. Ils étaient pris par le temps et ils n'ont pu que relever les inscriptions sur ce sarcophage. Ils ont donc, la nuit allait arriver, ils sont donc sortis de la crypte en ayant pris les relevés du sarcophage, les dessins qu'il y avait dessus. Ils ont été dans leur campement juste à côté et le matin, ils ont voulu revenir dans la crypte. Or, par enchantement, la crypte s'était
effondré. Pas de secousse, pourtant il y a quelques tremblements de terre dans la région, mais avec le temps, avec l'argent, ils n'ont dû reprendre leur recherche qu'à peu près 11 ans après. Et quand ils ont réouvert cette crypte, il n'y avait plus de sarcophage, plus rien du tout. Alors ça, on est vraiment... c'est le mystère. Qui a pris le sarcophage? Est-ce que c'est quand même la compagnie des antiquaires? Ou est-ce que le sarcophage est parti par enchantement? N'oublions pas que la légende aussi nous raconte qu'il y a des souterrains sous le mont Saint-Odile, c'est-à-dire le Hohenburg, sous le couvent Saint-Odile. Et là, il sera intéressant d'étudier les étymologies au niveau du chameau. Alors, au niveau du chameau... Bon, je crois qu'on verra ça après le prochain morceau de musique qui est de l'orchestre Perle de Strasbourg, Joyeux Luron. Il est 13h19 sur Radio 3, 98.4 MHz, notre numéro de téléphone 271 00 23. Radio 3 qui reçoit aujourd'hui Charles Maire qui nous arrive d'Alsace. On peut reprendre notre histoire du chameau, donc, qui est aussi très très intéressante, et j'avoue qu'il y aurait de très très long à discuter. Oui, disons qu'il y a eu un petit truc tout à l'heure, je pensais à une blague qu'un ami me racontait, et finalement les blagues souvent nous permettent certains éclaircissements. Il me demandait qu'est-ce que t'es un drolumadaire. Alors la réponse c'est, comme je pense que certains la connaissent, un chalumeau à deux bosses. Ça peut nous amener très loin cette blague, parce que un chameau et un chalumeau sont souvent identiques.
Maintenant, un chalumeau, c'est une petite flûte, un instrument de musique, qu'on appelle aussi un flageolet. Cette histoire de flageolet avec les haricots. Vous me direz, qu'est-ce que vient faire tout ça dans le Mont-Saint-Odile, la chapelle Saint-Jacques et les chevaliers? Je vous avais parlé tout à l'heure qu'ils étaient accompagnés, du moins qu'ils accompagnaient un chameau. Chameau et chalumeau, avec des inversions et des permutations de lettres, permettent de saisir mieux le sens caché de notre chameau. Comme je vous avais dit, la chapelle Saint-Jacques, que les chevaliers avaient fait pour leur propre utilisation, puisque ce n'était qu'eux qui utilisaient, cette chapelle avait été construite autour de 2 petites pierres pour commémorer la mort d'un chameau, c'est très important, à 2 bosses, alors qu'un dromadaire a 1 bosse. Ça veut donc dire que ces gens-là savaient parfaitement qu'est-ce qu'était un chameau. Il n'y avait pas de... On ne pouvait pas se tromper. Or, un dromadaire qui est à 1 bosse habite dans les zones autour du bassin méditerranéen. Mais j'allais dire le chalumeau, le chameau est une bête qui habite en Asie. Cette bête qui habite en Asie est donc beaucoup plus loin que la région de Jérusalem, la région orientale. Elle est extrême orientale. Ça veut donc dire que ces personnes-là avaient une connaissance qui ne venait pas de l'Orient, mais de l'extrême Orient. C'est très très important parce que ça nous montre que à cette époque du Moyen-Âge, les gens n'étaient pas si bornés dans leurs limites territoriales. Si on élève un peu le débat, être borné aux limites territoriales, c'est être aussi borné dans notre esprit. Il faut donc essayer de voir que ces gens se baladaient dans tous les endroits qui pouvaient leur apporter quelques connaissances, des connaissances qui leur servent utilement, et non pas à bâtir des châteaux, comme on dit en Espagne. Et ils ont bâti justement dans cet endroit pour aider les gens au niveau du médical. Ce chameau est très très important. C'est un chameau qui a 2 bosses. Il est en relation avec cette fameuse flûte qu'on appelle le flageolet ou chalumeau. C'est important parce que justement, un chameau est au niveau kabbalistique en fonction de H-mog, c'est-à-dire chameau. Si on inverse par milieu de mots, ça nous fait chat, H-mot, H-mot. Or, l'H-mog est ce qui a tenté Ève en donnant la pomme de la connaissance dans le paradis. Ça veut donc dire que ce chameau ou cette H-mog accompagnait les chevaliers et a apporté une connaissance issue du paradis. Ce paradis, avec ce fameux royaume du prêtre Jean, nous amène jusqu'en Alsace. Ça veut donc dire que cette zone au niveau du Mont-Saint-Odile et du Hohenbourg est excessivement importante, tout près de Strasbourg. Or, sur la cathédrale de Strasbourg, dans la partie qui correspond à la zone astrologique du Gémeaux, nous trouvons une magnifique gravure d'un chameau ardent, d'un chalumeau, c'est-à-dire cet petit instrument qui sert aussi pour souder les pièces séparées. C'est-à-dire qu'on va souder le matériel et le spirituel ensemble. Et c'est pour ça que si on devait conseiller aux gens qui voudraient visiter l'Alsace, d'abord d'essayer d'aller autour de la cathédrale. Je vous coupe, c'est justement ce que j'allais vous proposer, parce que comme il est 13h24, notre émission va toucher à sa fin. Si je suis touriste, je vais partir en Alsace pour faire certaines recherches intérieures. Donc qu'est-ce que vous me conseillez? Quels sont les lieux? Si vous Certains, voulez... je peux les ressentir peut-être, mais si vous me servez de guide, ce ne sera pas plus mal, ça m'invitera à des recherches. Disons une chose, si vous voulez trouver pour une recherche intérieure, je ferai le jeu de mots bête, c'est de regarder l'extérieur. C'est-à-dire, comme on dit, c'est par la nature qu'on apprend à connaître. Et effectivement, si vous voulez voir quelque chose qui vous permette de mieux comprendre, même vous-même, personnellement, je dois dire, c'est ma technique de recherche propre, c'est-à-dire d'essayer de voir, comme les petits renards qui essayent d'aller un peu partout, ce serait d'aller au Mont-Saint-Odile, d'aller d'abord
à Niedermünster, c'est-à-dire cette basilique Saint-Martin, mais qui a porté aussi le nom de Notre-Dame de la Délivrance. Richard Cœur de Lion, après sa capture, du moins sa période de captivité, a déposé ses chaînes. Avant, les gens qui voulaient honorer, parce qu'ils avaient été libérés d'un emprisonnement, apportaient leurs liens dans cette basilique. Elle a porté plusieurs noms, on pourrait se perdre. Elle a porté le nom de Niedermünster, qu'on utilise toujours, le nom de Saint-Martin, mais aussi le nom de Notre-Dame de la Délivrance. 3 noms pour une seule chose. Encore beaucoup de cabale. Donc, d'aller dans la zone de Semont, d'aller aussi à la chapelle Saint-Jacques, de s'asseoir sur la pièce triangulaire, mais à l'heure actuelle, on n'est pas suffisamment sensible aux bonnes choses, si on veut. Et on ne peut pas dire si le tellurine terrestre va être bon ou s'il va être mauvais. Donc, si vous avez une amie avec vous, les femmes étant beaucoup plus sensibles à la période des ashmogs, si on veut, puisqu'elles enfantent, et elles auront, tendance à aller sur la pierre ou à ne pas aller. Mais n'oublions pas une chose, si vous avez un chien, c'est-à-dire le chien, c'est celui qui garde l'entrée des enfers, mais c'est aussi celui qui est le compagnon de l'homme. Il est fantastique de comparer ça. Un chien, si la pierre est bonne, va s'asseoir sur cette pierre. C'est fantastique, je l'ai déjà essayé. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Il ne faut pas oublier une autre chose, d'aller à la cathédrale par la suite et de regarder les vitraux. En ce moment, il se passe quelque chose dans la cathédrale à la période de l'équinoxe. Et à la période de l'équinoxe, il y a un rayon vert qui va aller sur le corps du Christ, qui est sur la chaire, en plein milieu de la cathédrale. Comme quoi, les constructeurs de basiliques n'étaient pas si bêtes que ça. Je crois que nous allons devoir bientôt terminer cette émission. Si vous le permettez, j'ai quelques petites annonces à formuler. Une annonce des Amis Bretons. Amis Bretons, un spectacle théâtral pour vous. En effet, Spontus Circus propose 25 acteurs, musiciens, jongleurs, acrobates dans un spectacle théâtral apparenté au cirque et à la comédie musicale. Accessible à tous, cette pièce en breton renoue avec la grande tradition du théâtre populaire. Rendez-vous le jeudi 24 février à 21h à l'École nationale supérieure des télécommunications, 46 rue Barrault, 75 013 Paris. Téléphone 329 06 91. D'autre part, la mission bretonne aussi vous propose un programme intéressant qui passe des concerts de harpe celtique aux conférences sur les dolmens et menhirs, aux soirées chant de la Bretagne actuelle avec Manu l'annuel et ses musiciens, ainsi qu'aux fêtes traditionnelles bretonnes. Tout renseignement vous sera donné par la mission bretonne, 22 rue de l'Ambre, Paris 14e, et aussi au numéro de téléphone 329 06 61. Je crois que la Bretagne vous intéresse aussi, non? Oui, c'est-à-dire que l'Alsace et la Bretagne sont, je dirais pas 2 frères ennemis, parce que dans ce cas-là, on s'aime beaucoup, mais je dirais qu'une chose, c'est qu'ils sont séparés de toute la longueur de la France, et pourtant, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les bateaux au niveau de la marine. En effet, l'Alsace a une forte contingence au niveau de la marine nationale, alors que c'est en pleine terre. Même topo avec la fameuse légende de tout à l'heure des gens qui étaient arrivés par voie maritime, c'est tout. Tout est lié. Mais je crois que Charles Maire, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cet intéressant dialogue. Je crois que, si vous le permettez, on peut vous réinviter à nouveau lors d'une future émission. Pour boire une bonne bière. On parlera d'autres aspects de l'Alsace. Merci. Merci. C'était Jean-Claude et Annie au micro, Charlie et Pierre à la technique qui vous souhaitent une bonne journée et un bon appétit également. Merci Charles Maire. Merci beaucoup.